Bonjour mes amis, me voilà encore une fois pour une lecture de roman de Guy de Maupassant, Une vie. Souvenez-vous, Jeanne et sa famille prenant le chemin pour aller s'installer à la campagne dans son château. C'était la 9e ferme vendue ainsi sur 31 que leurs parents avaient laissées. Ils possédaient cependant encore environ 20 000 livres de rente en terre qui, bien administrés, auraient facilement rendu 30 000 francs par an. Comme ils vivaient simplement, ce revenu aurait suffi s'il n'y avait eu dans la maison où trousse enfants toujours ouvert. La bonté, elle tarissait l'argent dans leurs mains comme le soleil tarit l'eau des marécages. Cela coulait, fuyait, disparaissait. Comment? Personne n'en savait rien. À tout moment, l'un d'eux disait « Je ne sais comment cela s'est fait. J'ai dépensé 100 francs aujourd'hui sans rien acheter de gros. » Cette facilité de donner était du reste un des grands bonheurs de leur vie. Ils s'entendaient sur ce point d'une façon superbe et touchante. Jeanne demanda « Est-ce beau maintenant mon cadeau ?» Le baron répondit gaiement « Tu verras, fillette. » Mais peu à peu la violence de l'averse diminuait. Puis ce ne fut plus qu'une sorte de brume, une très fine poussière de pluie voltigeant. La voûte dénuée semblait s'élever, blanchir, et soudain, par un trou qu'on ne voyait point, un long rayon de soleil oblique descendit sur les prairies. Et les nuages s'étant fondus, le fond bleu du firmament parut. Puis la déchirure s'agrandit comme un voile qui se déchire, et un beau ciel pur, d'un azur net et profond, se développa sur le monde. Un souffle frais et doux passa comme un soupir heureux de la terre, et quand on longeait des jardins ou des bois, on entendait parfois le chant alerte d'un oiseau qui séchait ses plumes. Le soir venait, tout le monde dormait maintenant dans la voiture, excepté Jeanne. Deux fois, on s'arrêta dans les auberges pour laisser souffler les chevaux et leur donner un peu d'avoine avec de l'eau. Le soleil s'était couché. Des cloches sonnaient au loin. Dans un petit village, on alluma les lanternes. Et le ciel aussi s'illumina d'un fourmillement d'étoiles. Des maisons éclairées apparaissaient de place en place, traversant les ténèbres d'un point de feu. Et tout d'un coup, derrière une côte, à travers des branches de sapin, la lune rouge énorme et comme engourdie du sommeil surgit. Il faisait si doux que les vitres demeuraient baissées. Jeanne, épuisée de rêves rasassiés, de visions heureuses, se reposait maintenant. Parfois, l'engourdissement d'une position prolongée lui faisait rouvrir les yeux. Alors, elle regardait au dehors, voyait dans la nuit lumineuse passer les arbres d'une ferme ou bien quelques vaches, çà et là, couchées en un champ, et qui relevaient la tête, puis elle cherchait une posture nouvelle, essayait de ressaisir un songe ébauché, mais le roulement continu de la voiture emplissait ses oreilles, fatiguait sa pensée, et elle fermait les yeux, se sentant l'esprit courbaturé comme le corps. Cependant, on s'arrêta. Des hommes et des femmes se tenaient debout devant les portières avec des lanternes à la main. On arrivait, Jean subitement réveillé sauta bien vite. Père et Rosalie, éclairés par un fermier porteur presque la baronne, tout à fait exténuée, guignant la détresse et répétant sans cesse d'une petite voix expirante « Ah, mon Dieu, mes pauvres enfants !» Elle ne voulut bien rien boire, rien manger, se coucha et tout aussitôt dormit. Jeanne et le baron soupèrent en tête à tête.
Ils souriaient en se regardant, se prenaient les mains à travers la table et saisis tous deux d'une jolie fanfantine, ils se mirent à visiter le manoir réparé. C'était une de ces hautes et vastes demeures normandes tenant de la ferme et du château. Bâtie en pierre blanche, devenue grise et spacieuse, à loger une race. Un immense vestibule séparait en deux la maison et la traversait de part en part. Ouvrant ses grandes portes sur les deux faces, un double escalier semblait enjamber cette entrée, laissant vide le centre et joignant au premier ces deux montées à la façon d'un pont. Au rez-de-chaussée, à droite, on entrait dans le salon de mesurée tendu de pâtisseries à feuillage où se promenaient les oiseaux. Tout le meuble en tapisserie en petits points n'était que l'illustration des fables de La Fontaine, et Jeanne eut un tressaillement de plaisir en retrouvant une chaise qu'elle avait aimée, étant tout enfant et qui représentait l'histoire du renard et de la cigogne. À côté du salon s'ouvrait la bibliothèque pleine de livres anciens et deux autres pièces inutilisées. À gauche, la salle à manger en boiserie neuve, la lingerie, l'office, la cuisine et un petit appartement contenant une baignoire. Un corridor coupé au long tout le premier étage. Les 10 portes des 10 chambres s'alignaient sur cette allée. Tout au fond, à droite, était l'appartement de Jeanne. Ils s'y entrèrent. Le baron venait de le faire remettre à neuf, ayant employé simplement des tentures et de même le rester sans usage dans les greniers. Des tapisseries d'origine flamande et très vieilles peuplaient ce lieu de personnages singuliers. Mais en apercevant son lit, la jeune fille poussa des cris de joie. Aux quatre coins, 4 grands oiseaux de chêne, tout noirs et luisants de cire, portaient la couche et paraissaient en être les gardiens. Les côtés représentaient 2 larges guirlandes de fleurs et de fruits sculptés, et 4 colonnes finement cannelées se terminaient des chapiteaux corinthiens soulevaient une corniche de roses et d'amour enroulées. Il se dressait monumental et tout gracieux cependant malgré la sévérité du bois bluni par le temps. Le couvre-pied et la tenture du ciel du lit scintillaient comme deux firmaments. Ils étaient faits d'une soie antique, d'un bleu foncé, qu'étoilaient par places de grandes fleurs de lis brodées d'or. Quand elle l'eut bien admiré, Jeanne, élevant sa lumière, examina les tapisseries pour en comprendre le sujet. Un jeune seigneur et une jeune dame habillés en vert, en rouge et en jaune, de la façon la plus étrange, causaient sous un arbre bleu où mûrissaient des fruits blancs. Un grand lapin de même couleur broutait un peu d'herbe grise. Juste au-dessus des personnages, dans un lointain de convention, on apercevait 5 petites maisons rondes au toit aigu, et là-haut, presque dans le ciel, un moulin à vent tout rouge. De grands ramages figurant des fleurs circulaient dans tout cela. Les 2 autres panneaux ressemblaient beaucoup aux premiers, sauf qu'on voyait sortir des maisons 4 petits bonshommes vêtus à la façon des Flamands et qui levaient les bras au ciel en signe d'étonnement et de colère extrême. Mais la dernière tenture représentait un drame près du lapin qui broutait toujours.
Le jeune homme étendu semblait mort. La jeune dame, le regardant, se perçait le sein d'une épée, et des fruits de l'arbre étaient devenus noirs. Jane renonçait à comprendre quand elle découvrit dans un coin une bestiole microscopique que le lapin, s'il eût vécu, aurait pu manger comme un brin d'herbe. Et cependant, c'était un lion. Alors, elle reconnut les malheurs de Pyram et de Thisbé, et, quoiqu'elle sourit de la simplicité des dessins, elle se sentit heureuse d'être enfermée dans cette aventure d'amour qui parlerait sans cesse à sa pensée des espoirs chéris et ferait planer chaque nuit sur son sommeil cette tendresse antique et légendaire. Tout le reste du mobilier unissait les styles les plus divers. C'était ces meubles que chaque génération laisse dans la famille et qui font des anciennes maisons des sortes de musées où tout se mêle. Une commode de Louis XVI, superbe cuirassée de cuivre éclatant, était flanquée de 2 fauteuils. Louis VII, 16, encore vêtu de leur soie à bouquet. Un secrétaire en bois de rose faisait face à la cheminée qui présentait sous un globe rond une pendule de l'Empire. C'était une ruche de bronze suspendue par 4 colonnes de marbre au-dessus d'un jardin de fleurs dorées. Un mince balancier sortant de la ruche par une fente allongée promenait éternellement sur ce parterre une petite abeille aux ailes d'émail. Le cadran était en faïence peinte et encadré dans le flanc de la ruche. Elle se mit à sonner 11 heures. Le baron embrassa sa fille et se retira chez lui. Alors Jeanne, avec regret, se coucha. D'un dernier regard, elle parcourut sa chambre et puis éteignit sa bougie, mit le lit, dont la tête seule s'appuyait à la muraille, avait une fenêtre sur sa gauche, par où entrait un flot de lune qui répandait à terre une flaque de clarté. Des reflets rejaillissaient au mur, des reflets pâles, caressant faiblement les amours immobiles de Pyram et de Thisbé. Par autre fenêtre, en face de ses pieds, Jeanne apercevait un grand arbre tout baigné de lumière douce. Elle se tourna sur le côté, ferma les yeux, puis au bout de quelque temps les rouvrit. Elle croyait se sentir encore secouée par les cahots de la voiture dont le roulement continuait dans sa tête. Elle resta d'abord immobile, espérant que ce repos le ferait enfin s'endormir, mais l'impatience de son esprit envahit bientôt tout son corps. Elle avait des crispations dans les jambes, une fièvre qui grandissait. Alors elle se leva et nu-pieds au nu-bras, avec sa longue chemise qui lui donnait l'aspect d'un fantôme, elle traversa la mare de lumière répandue sur son plancher, ouvrit sa fenêtre et regarda. La nuit était si claire, on y voyait comme en plein jour. Et la jeune fille reconnaissait tout ce pays, aimé jadis dans sa première enfance. C'était d'abord en face d'elle un large gazon, jaune comme du beurre, sous la lumière nocturne. 2 arbres géants se dressaient au point devant le château, un platane au nord, un tilleul au sud. Tout au bout de la grande étendue d'herbe, un petit bois embosqué terminait ce domaine garanti des ouragans
du large par 5 rangs d'hommes antiques, tendus, rasés, rongés, taillés en pente comme un toit pour le vent de mer toujours déchaîné. Cette espèce de parc était borné à droite et à gauche par deux longues avenues de peupliers démesurés appelés peuples en Normandie, qui séparaient la résidence des maîtres et des deux fermes y attenant, occupées l'une par la famille Gouillard, l'autre par la famille Martin. Ces peuples avaient donné leur nom au château. Au-delà de cet enclos s'étendait une vaste plaine inculte semée d'agents où la brise sifflait et galopait jour et nuit. Puis soudain, la côte s'abattait en une falaise de 100 mètres droite et blanche, baignant son pied dans les vagues. Jeanne regardait au loin la longue surface moirée des flots qui semblaient dormir sous les étoiles. Dans cet apaisement du soleil absent, toutes les senteurs de la terre se répandaient. Un jasmin grimpait autour des fenêtres d'en bas, exhalait continuellement son haleine pénétrante qui se mêlait à l'odeur plus légère des feuilles naissantes. De lentes rafales passaient apportant les saveurs fortes de l'air salin et de la sueur visqueuse des varechs. La jeune fille s'abandonna au bonheur de respirer et de repos. La campagne la calma comme un bain frais. Toutes les bêtes qui s'éveillent quand vient le soir et cachent leur existence obscure dans la tranquillité des nuits, emplissaient les demi-ténèbres d'une agitation silencieuse. De grands oiseaux qui ne criaient point fuyaient dans l'air comme des taches, comme des ombres, des bourdonnements d'insectes invisibles effleuraient l'oreille des courses muettes, traversaient l'herbe pleine de rosée ou le sable, les chemins déserts. Merci. Prochainement, une nouvelle lecture. Au revoir.